Barbara, un très très grand merci pour nous rejoindre pour ce 9e épisode dans la tête d'un pro, d'une pro dans la Silicon Valley. Ben merci, je suis ravie, vraiment ravie de rejoindre la team. Barbara, alors avec toi, on va parler d'un sujet transversal qui est apparu absolument dans chaque podcast, qui est le capital humain. Et vraiment, on va évoquer deux choses. On va évoquer comment est-ce qu'on fait pour embaucher nos amis américains ici en Silicon Valley. Puis une fois qu'on les a embauchés, comment on fait pour les motiver et les retenir. Alors, avant qu'on commence, Barbara, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter? Avec plaisir. Donc, mon nom est Barbara Meyer. Je suis arrivée dans la Silicon Valley il y a 6 ans. Moi, ma petite histoire, c'est que en fait, j'ai grandi entre Lyon et la Clusaz. Donc, mon cœur est à la Clusaz, clairement. Je suis une grosse fan de ski. Je suis une pionnière du snowboard. Donc, tout ça remonte à très, très longtemps. Mais le sport a toujours été ma passion. Je suis repartie en STAPS. Pour faire ce qu'on appelle coach sportif. Donc, je me suis aussi spécialisée dans la préparation mentale. J'ai depuis écrit 4 ouvrages sur l'adaptation des techniques de préparation mentale au quotidien, notamment pour être performant autant que faire se peut dans le quotidien. Et avec ce bagage et notamment une spécialité sur la gestion et la prévention du burn-out, me voilà arrivée dans la Silicon Valley. Le seul problème de la Silicon Valley, c'est que même si vous êtes un tout petit quelqu'un en France arrivé ici, vous êtes un tout petit rien. Donc, il a fallu repartir avec un bâton de pèlerin et comprendre le mindset. Et en fait, tout le mindset que j'ai découvert ici, ça va être l'objet de cette conversation, c'est qu'en fait, le mindset est complètement différent. C'est-à-dire que quand moi j'arrive, que j'ai envie de traiter du burn-out, les gens me disent « Ah non, mais nous ici, on n'est pas du tout en burn-out, en fait. On va super bien. » Et donc, il a fallu que je me réinvente comme ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des accélérateurs pour rencontrer beaucoup de startups. Donc, je coachais, mon rôle, c'était de coacher sur des périodes moyennes et courtes et moyennes des entrepreneurs sur la gestion de leur performance, la gestion de leur force mentale et de leur forme mentale. Et puis là, je me suis dit, en fait, sur mon CV, sur mon résumé, il me manque un petit tampon, qui est un tampon américain. Donc, je suis repartie pour la 3e fois avec mon cartable et ma trousse à UC Berkeley pour faire un certificat de HR Management, qui est l'équivalent d'un master. Je travaille comme aux ressources humaines maintenant, avec une casquette de coach, évidemment. Super, Barbara. Écoute, passionnant. Alors, on va démarrer sur ce que tu as évoqué avec nous, qui est la motivation. C'est quoi la motivation en entreprise? Ici, la motivation, elle est souvent mêlée à ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire la capacité de l'employé à être complètement dédié à l'entreprise. Alors, pour vous, c'est comme si, en fait, dès que le salarié travaillait pour l'entreprise, il était déjà comme un sportif en second souffle, ce qu'on appelle, il est dans le flow, quoi. Donc, il fait le maximum. Et en fait, il est tellement bien dans l'entreprise qu'il a ce niveau là de performance. Donc ça peut être une motivation, c'est la motivation que donne l'entreprise aux salariés. Après, la motivation, il y a la motivation intrinsèque, extrinsèque, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait lever le matin. Il se trouve qu'on a beaucoup évolué sur le sujet, notamment dans la Silicon Valley, qui motivait ou ce qui faisait lever le matin les employés il y a 15 ans de ça dans la Silicon Valley, c'était d'être les pionniers de quelque chose. Et puis, pour certains, c'est toujours le cas, c'est gagner de l'argent. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, les employés aujourd'hui veulent avoir du sens dans leur carrière. Et donc, ça, c'est la motivation. C'est à quoi je contribue. Qu'est-ce qui me rend fière de moi? Qu'est-ce qui fait que je laisse quelque chose, je pose un héritage et je peux me regarder dans la glace? Et vraiment, je me regarde dans la glace, ça vient souvent dans la conversation. C'est moi, je travaille dans cette boîte parce qu'elle fait du bien socialement, humainement,
parce qu'elle est dans la biotech, parce qu'elle est dans les tech, et je peux me regarder dans la glace. Et j'adore cette phrase parce que c'est une vraie... on se lève et puis on se regarde dans la glace et on se dit « je fais quelque chose de bien ». Ça, c'est fort. Et ça, ici, ils le vivent. Ah, c'est très intéressant, Barbara. Et quand tu dis « il », tu fais référence à quelle génération? Alors, plutôt aux millennials, mais en même temps, c'est pas rare de voir voilà, notre génération, de rencontrer des gens de notre génération qui sont animés par le sens. Et ça l'est de plus en plus. Je pense que soit on a été inspiré par les millennials, soit ce que je pense, parce que moi, c'est une génération que j'admire et que j'aime beaucoup. Je pense que nous, on a allumé la mèche sur plein de sujets, y compris MeToo, etc. Mais eux, ils ont soufflé sur la mèche. Et je trouve cette génération géniale. Et je pense qu'elle nous a apporté effectivement l'accélération dans notre conscience. On l'avait déjà, l'environnement, c'était déjà quelque chose d'important. Le social aussi. Le fair trade, c'était déjà, c'est notre génération, le fair trade. Mais je pense que cette génération nous pousse. Elle nous fait courir plus vite à travers des sujets qui sont, après des sujets qui sont plus importants que ce qu'on pensait. Quels sont les autres atouts de cette génération? Ils regardent pas trop en arrière, en fait. Ils sont vraiment capables ils sont capables de switcher très vite. Alors, les employeurs appellent ça la non-loyauté. Moi, je trouve, enfin, ce qui est vrai, hein, parce que quand le turnover, quand on voit que le turnover était jusqu'à maintenant, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on parle en plein Covid, donc avant le Covid, on était sur des turnovers de 18 mois à peu près, de 18-24 mois. C'est vrai que pour une entreprise, c'est court. Donc, ce manque de loyauté, c'est quelque chose d'impactant pour les entreprises. A contrario, ils switchent très vite. Donc, ils peuvent être dans le mindset, ce qu'on appelle le growth mindset, c'est-à-dire que comme ils ne regardent pas derrière et qu'ils ont envie d'apprendre et envie d'être à la next step, ils avancent plus vite et ils ont moins de regrets que nous, c'est sûr. Ils se posent moins de questions aussi. Alors ça, c'est amusant que tu mentionnes le growth mindset parce que pendant un temps, ça a été très à la mode grâce à un livre écrit sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène de mode ou est-ce que tu penses que non, c'est en effet associé à cette génération et qu'on n'a pas le choix, il faut être tourné vers le growth mindset? Tu sais, c'est une super question que je me pose aussi sur le phénomène de mode parce que aujourd'hui, il y a des managers qui sont fatigués et notamment des entrepreneurs ou des leaders parce que en parallèle de mon job de CHRO, je coach aussi des entrepreneurs. Ils sont fatigués de qu'est-ce que je vais apprendre, ce qui est plus qu'une curiosité en fait. C'est qu'est-ce que l'entreprise doit me donner en fait. Donc je pense qu'il va y avoir un équilibre qui va jouer. Je pense que le growth mindset c'est quelque chose qui va rester dans les qualités parce que c'est quelque chose qui prouve qu'on est capable de se remettre en question soi-même. C'est une vraie qualité. Apprendre pour progresser, c'est une qualité aussi. Enfin, voilà, la curiosité, l'envie de progresser. Par contre, effectivement, il va falloir que ça se modère un peu parce que ici, le growth mindset, ça veut dire qu'un jeune talent, un peu malin, qui apprend par lui-même en plus, puisque maintenant l'éducation est ouverte, donc il peut apprendre n'importe quoi, il peut apprendre product manager alors qu'il était dans les sales, il peut vous dire, voilà, au bout de 18 mois, il vous dit, maintenant tu me passes VP marketing ou je m'en vais. Et il a 25 ans, 26 ans, donc ça fait un peu grincer des dents, quoi. Donc il va falloir qu'on trouve un petit ajustement entre ce phénomène et puis la réalité de l'entreprise, tout simplement. Alors, cet exemple, il est bon, Barbara. En termes de communication, pareil, avec les différents entretiens qu'on a eus, il y a beaucoup de questions sur comment on communique avec ces 25 ans, ces 35 ans, qui sont ambitieux, qui sont curieux, qui ont donc le growth mindset. Alors, je pense à notre communauté de Français. Quelle est la meilleure façon de communiquer avec eux? C'est des gros consommateurs de Slack.
et de messagerie. Je pense que ça reste le vecteur le plus important. Et je vais vous raconter cette anecdote-là. Donc, j'ai rejoint une start-up il n'y a pas très longtemps en tant que CHRO. Et donc, je demande au CEO de m'introduire auprès des salariés. Et puis, et il m'a répondu, je l'ai déjà fait par Slack. Et c'est énorme parce que évidemment, c'est le mode de communication qui va beaucoup plus vite et que c'est beaucoup moins formel et qu'on se passe de cette formalité-là parce que ça crée du lien. Donc messagerie à fond. Et alors, tu parles de formalité. Et on doit garder la formalité, on doit la balayer. Quel est ton point de vue? Ce luxe de la langue française qui est polie, courtoise, qu'il faut absolument garder en France. Ici, on est dans le friendly très vite. Et c'est dans la culture des entreprises et des startups, c'est qu'il faut absolument... Et les entreprises et les startups font ça. Elles font des onboarding programmes pour que tout de suite, l'employé se sente friendly, trouve son best friend. Donc, on est dans cette culture d'amitié qui n'est pas du tout développée en France, qui est plutôt dans le respect, dans l'ordre, dans la hiérarchie, dans l'ordre établi, en fait. Et on le voit, le truc qu'on voit le plus, c'est les habits, le code vestimentaire. C'est-à-dire? En fait, le code vestimentaire, ici, complètement relax. Il n'y a pas de jugement sur comment on s'habille. Et l'habit ne fait pas du tout le moine dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut être financier en t-shirt, on peut être codeur en chemise, on peut être vendeur avec des piercings. Enfin, il n'y a pas du tout de code vestimentaire. Et ça, effectivement, ça brise les barrières et les codes. Mille fois raison, Barbara. Alors, comment on fait, nous, les Français, qui avons des filiales ici en Silicon Valley? Donc, on a la direction générale, on a le patron, tu parlais, patron d'ingénierie, patron des ventes, qui doivent adresser leurs collègues et leurs direct reports ici en Silicon Valley. Ben, ils font comment alors? Ils s'adaptent très vite. L'idée, c'est les Américains aiment beaucoup le French touch. Ils lui reconnaissent le chic. Commentaire, les gens nous disent avant même qu'on parle, you're French. Moi, une fois qu'on a dit, et moi en particulier, hello, how are you, ils savent que je suis French. Mais avant, ils disent, mais de la façon dont vous vous coiffez, vous vous habillez, vous êtes French. Donc, ils nous reconnaissent ça. Cette apparence-là, c'est la première chose que l'on voit. Moi, je pense qu'elle est importante. Elle permet effectivement de transmettre le faites ce que je fais et pas le faites ce que je dis et pas ce que je fais. En fait, c'est la discipline que je vous demande, l'exigence que je vous demande, il passe par moi aussi, quoi. Et les leaders de la Silicon Valley savent très bien faire ça. Ils se lèvent très tôt, ils sont exigeants avec eux-mêmes, ils se lèvent très tôt, ils font du workout, ils font de la méditation, ils font ce qu'il faut pour être un bon leader. C'est très clair, Barbara. Alors, tout à l'heure, tu disais, voilà, je suis growth mindset, je suis performant, j'ai 30 ans, je cartonne, je veux être promu. Alors, toi, tu es en France, tu es le patron marketing, la patronne marketing. Comment tu réagis par rapport à ça? Alors, si le talent, est un vrai talent et qu'on veut le garder, moi, je recommande souvent de détourner un peu l'attention et de vérifier ce que l'employé veut vraiment. Est-ce que c'est de la valorisation sociale? Donc là, il lui faut un autre titre. OK. Est-ce que c'est de l'argent? OK, c'est une augmentation. Est-ce qu'il veut manager des gens? Alors là, sur le management, moi, je suis souvent très picky parce qu'en fait, n'est pas manager qui veut. Et le management n'est surtout pas une finalité dans la carrière de quelqu'un. Surtout pas. C'est pas parce qu'on a travaillé 3 ans, 4 ans, 10 ans dans une entreprise qu'on finit manager. Et surtout pas. Parce que manager, c'est juste une qualité intrinsèque. C'est une personnalité, le manager. Et c'est vraiment la soft skill. On peut faire toutes les formations qu'on veut. On peut y arriver. Mais le travail qu'il faut faire, c'est un travail sur soi. Donc, soit on l'a,
soit on va le chercher en soi. Et donc là, on va le chercher en soi, mais on travaille sur soi. Ça veut dire qu'on se fait aider par un coach, etc. Parce que c'est des qualités qui se développent, mais c'est beaucoup de travail. Donc, le vrai conseil, c'est écouter d'abord ce que l'employé a à dire avant de répondre, avant de vous frustrer, avant de partir sur les chapeaux de roue en disant mais ce millénial s'il veut tout, le beurre, l'argent du beurre, voilà, non, écoutez parce qu'il y a toujours quelque chose et peut-être que c'est une frustration du moment, peut-être qu'en fait il ne s'entend pas bien avec ses collaborateurs, il a juste besoin d'air et à ce moment-là, est-ce que c'est pas du télétravail qu'il lui faut? Est-ce que c'est pas un peu de vacances? Est-ce que c'est pas une mission parallèle? Il y a plein d'options. Il y a plein d'options à offrir à vos salariés, surtout quand vous voulez les garder et qui sont talentueux. Alors, tu parles à plusieurs reprises, tu as parlé du coaching en entreprise. Tu peux nous parler un petit peu de la culture du coaching ici en Silicon Valley? Le coaching est là depuis très longtemps. Hein. Ça fait déjà 50 ans qu'il existe en entreprise. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est proposé à tous les salariés, et surtout tous les managers. Et en fait, c'est tellement courant que c'est devenu une culture, c'est-à-dire qu'on demande, même dans les job descriptions, on demande aux managers de coacher. C'est écrit noir sous blanc, votre capacité à coacher les gens. Qu'est-ce que ça veut dire coacher? Effectivement, ça ne veut pas dire diriger, ça veut dire encourager, supporter, aider les autres à grandir. Et en fait, ce qu'on demande à un manager coach, c'est effectivement plutôt de gérer de l'humain et pas du projet. Et je pense que ça, c'est une vraie différence avec la France. Si je me trompe, et je serais vraiment ravie que les gens réagissent et nous donnent leur point de vue sur ce sujet-là, mais c'est vrai que le manager ici, il y a un manager de projet et un manager d'homme et ils ont réussi à faire la différence. Et le manager d'homme, il aime aller se confronter à l'humain, être challengé aussi. Donc, c'est une vraie… Je pense que le coaching extérieur a emmené une culture du coaching à l'intérieur. Et que chaque manager aujourd'hui, chaque manager d'homme, on lui demande d'avoir cette capacité d'écoute, d'entraide, d'empathie. Super, super Barbara. Écoute, tu as parlé tout à l'heure de background check et donc ça va nous faire une belle transition sur en fait la première partie, ce qui aurait dû être la première partie de notre entretien. J'ai rebondi sur ton intro, donc pardonne-moi pour mélanger un peu les sections. Mais à l'embauche, on a beaucoup de questions. Je fais comment pour embaucher mes petits Américains ici en Silicon Valley lorsque je veux développer soit mes partenariats, soit avoir mon antenne, ma subsidiary. Tu peux nous parler un petit peu de à quoi ressemble un talent ici et puis comment est-ce qu'on démarre le processus de recrutement? Alors, juste avant, si tu me permets, je vais faire un petit rappel de différences culturelles. C'est que notamment pour les entreprises françaises qui veulent recruter, parce qu'on sait déjà qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés le nez dessus. Le talent, l'employé américain, c'est se vendre et c'est marketer son résumé. Donc, par définition, c'est vrai que quand on voit un candidat ici, on se dit waouh, c'est une star. On est français, on voit son CV super beau avec des beaux mots, des chiffres, des datas. Et en plus, il sait super bien se vendre à l'oral parce que c'est le meilleur du monde, parce qu'il est incroyable en storytelling, parce qu'il sait lier ce qu'il a fait quand il était jeune avec ses qualités d'aujourd'hui, ce que balader son chien lui apporte dans son job. Ils sont vraiment incroyables. Hein, non, mais ils sont… Et donc, quand on est français, on se dit c'est le meilleur, donc c'est bon, on a notre talent, on l'embauche. C'est là que le background check intervient, c'est-à-dire qu'il y a toujours un effet qui se coule avec les Américains, c'est-à-dire qu'il faut découvrir
ce qu'il y a derrière, effectivement. Ils sont souvent, dans la Silicon Valley en particulier, ils sont souvent talentueux parce qu'ils ont fait les plus grandes écoles, parce qu'ils ont travaillé dans les plus grosses startups, souvent au début, donc ils ont appris vraiment beaucoup de trucs. Donc, on trouve du talent, c'est évident. En revanche, comment on est sûr de son talent? Eh ben, on appelle les gens avec qui ils ont travaillé et on n'hésite pas ici à regarder son Facebook, son Twitter, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? En fait, on cherche surtout un culture fit, c'est-à-dire est-ce que finalement il a des idées qui seraient contraires ou il a des engagements dans des non-profit, etc., qui seraient contraires à notre culture et à nos valeurs. Culture fit, c'est important pour les employés et pour l'employeur. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, notamment ici, c'est que ici, les gens n'hésitent pas à partir parce que la culture, leur environnement de travail ne leur convient pas. Et leur environnement de travail, ça peut être le kindness, c'est-à-dire l'effet bienveillant, enfin une atmosphère bienveillante ou pas, ça peut être les bureaux parce que c'est beau, c'est moche, on ne sait pas. Et puis, ça peut être ce que les gens ont envie de partager et puis ce qui se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on s'entraide, est-ce qu'on se salue, est-ce qu'on prend des pots le vendredi. Tout ce qui fait la culture, en plus évidemment de la mission de l'entreprise. Le background check, c'est quelque chose qu'on fait, je dirais, systématiquement. On n'hésite pas. Et en fait, pourquoi? Parce que ça relève un autre sujet de la Silicon Valley, c'est le network. C'est-à-dire que quand on fait un background check, on se met en contact avec quelqu'un qui va nous mettre en contact avec quelqu'un. Et on ne sait jamais, ce quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un, et peut-être, il y a peut-être un intérêt business pour moi. Et la Silicon Valley est comme ça, et on le voit bien dans la communauté française, elle est branchée, connectée network, c'est-à-dire dès qu'on voit quelqu'un, on pense déjà à celui qu'on pourrait lui présenter. Excellent, excellent Barbara. Alors, tu es une boîte française, tu recrutes ta personne ici en Silicon Valley. Pourquoi ce talent bosserait pour toi alors qu'il y a des boîtes absolument merveilleuses ici en Silicon Valley? Tout à l'heure, tu parlais de cachets français. C'est comment tu vas les trouver, ces talents, et comment tu vas te différencier autrement que par l'aspect monétaire? Les employés aiment beaucoup le leader. Donc, ils viennent surtout pour le leader, surtout dans des petites équipes, pardon. Ils viennent parce qu'ils croient en l'homme et ils croient en projet. Donc, il faut envoyer. Moi, je dis toujours, venez, c'est les CEO, venez quoi. N'envoyez pas quelqu'un et si vous voulez installer quelqu'un, il faut venir d'abord installer quelqu'un et partir après, parce que vous ne recruterez pas les bonnes personnes si vous n'êtes pas sur place. Et si vous ne transmettez pas vos tripes, votre âme, votre cœur et votre start-up. Donc, venez recruter vous, donnez-leur envie de venir. Et parce qu'il n'y a que les cofondateurs, enfin je dis CEO, mais c'est les cofondateurs, c'est l'équipe cofondatrice qui est capable de vendre avec une telle passion. On le voit, nous on voit des pitchs de start-up, Julien, tout le temps. On le voit la différence entre un premier salarié qui est là, qui est certes passionné, qui connaît le pitch par cœur, et le CEO qui monte sur scène, voilà, et qui l'aime et qui vient poser son bébé là sur scène en nous racontant comment il a fait, pourquoi. Bah là, on a envie de travailler pour lui. Super, Barbara. Alors, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on a démarré cette conversation et on va la clôturer sur l'elephant in the room, à savoir les salaires. Les talents ici sont très chers. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons. Déjà, parce qu'ils ont fait les meilleures écoles au monde, parce que c'est l'histoire de la Silicon Valley qui veut ça. En fait, la Silicon Valley, c'est un aimant à talent, hein. Moi, j'appelle ça, c'est vraiment la place c'est l'aimant à talent du monde entier. C'est-à-dire que les gens se battent pour avoir des visas pour venir ici et ceux qui y arrivent, c'est les plus talentueux de chacun des pays. Donc, vous imaginez, le truc, c'est chez vous, on prend les meilleurs de chaque pays et ils arrivent ici. Le coût de la vie de San Francisco, il faut pouvoir survivre.
et puis prendre du bon temps. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles les salaires sont assez élevés. Il y en a une troisième qui est, en fait, ça fait 10 ans que les plus grosses startups, les GAFA, les Salesforce se font la guerre, escaladent. Alors, ils escaladent aussi, et je vais rebondir là-dessus si tu le veux bien, mais je vais dire un petit mot sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère de salaire, mais il y a aussi une surenchère de candies, de bonbons. Et chaque entreprise imagine les compensations, je ne sais pas comment on dit, mais c'est les services aux salariés les plus innovants et les plus incroyables. Donc, on a commencé par le pressing, c'est des services de conciergerie. Maintenant, évidemment, il y a quand même 40% des entreprises dans la Silicon Valley qui ont leur propre fitness room avec leur coach sportif on-site, donc dans l'entreprise. Il y en a entre 20 et 25 qui ont leur salle de méditation dédiée. Et donc, il y en a suffisamment pour que les salariés en profitent. Donc, ils sont aussi, les entreprises de la Silicon Valley ont aussi été très innovantes les 5-6 dernières années là, sur les services offerts aux salariés. Moi, j'aime beaucoup, ils jouent beaucoup de créativité. Donc, Facebook lave ta voiture sur le parking. Voilà, on peut garder tes enfants maintenant. Mais il y a un truc qui est intéressant culturellement à comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'assurance chômage et il n'y a pas d'assurance maladie aux États-Unis. Donc, c'est l'entreprise qui paye. Ça, c'est important de l'entendre quand on est français. C'est l'entreprise qui paye son assurance santé et aussi son congé maternité et son congé paternité. Il y a un avantage qui est sorti il y a 2-3 ans, qui est aujourd'hui, tu as le droit de prendre un congé pour accompagner tes parents. Et je trouve ça culturellement hyper intéressant, hyper en avance dans la Silicon Valley, parce que quand on regarde ça des États-Unis, du reste des États-Unis, on se dit « Oh, wow !» Et je trouve qu'on est en train de… C'est aussi la preuve que la Silicon Valley est en train de vieillir. Parce que ça veut dire que les salariés de la Silicon Valley, notamment les salariés, la moyenne d'âge de Facebook, Google, LinkedIn, est en train de grandir. Et donc, ils ont pris en compte ça. Et donc, ils permettent aux salariés de prendre soin de leurs parents. Et je trouve ça génial aussi, la façon dont ils adaptent leurs bénéfices aux entreprises à l'âge, aux situations, etc. Et voilà, il y a un petit point que je voudrais signaler, parce que je l'ai lu aujourd'hui pour préparer cette interview, et j'étais so excited, comme ils disent ici, parce qu'en fait, il y a autant de congés paternité que de congés maternité dans les entreprises de la Silicon Valley. Alors, il n'y a pas autant de femmes sur le lieu de travail que d'hommes, on en est loin. Mais en même temps, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a autant de femmes qui prennent leur congé maternité que d'hommes, et vice-versa. Ouais. Bah, écoute, sur cette super news positive, ouais. Il me reste à te remercier, Barbara. Très, très, très grand merci, Barbara. Avec plaisir, et surtout, dites-nous comment ça se passe chez vous, ce que vous avez pensé, ce que vous auriez aimé entendre. Racontez-nous, on sera contents aussi. Merci pour tout, Barbara. À bientôt. Merci, Julien. À bientôt.